Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de janvier, du coup mon premier point lecture de 2020. Dans ce point lecture, je vous parlerai tout d'abord de Mer brumeuse, le troisième tome des récits du Demi-Loup par Chloé Chevalier, et je parlerai également rapidement de Fleur au creux des ruines, qui est le préquel de la même série. Je vous parlerai ensuite de Parer pour percer, le nouveau roman de Angie Thomas qui avait écrit The Hate You Give. Ensuite, je vous parlerai de Pas si simple, une petite romance de Noël par Lucie Castel. Après, ce sera au tour de #trahi par Louison Nilman. Et enfin, je terminerai avec un manga, à savoir le premier tome de la série Mythical Beast Investigator. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais donc démarrer avec le tome 3 des récits du Demi-Loup, donc Mer brumeuse par Chloé Chevalier aux éditions des Moutons électriques. Le premier tome est pour l'instant sorti en poche chez Helios, je crois que c'est le seul qui est disponible en poche actuellement. C'est une série qui sera terminée en 4 tomes, le tome 4 sort en avril et autant vous dire que je l'attends avec une très grande impatience. La première lecture de 2020, il fallait pour moi que je la choisisse bien, que ce soit un roman que je sois sûre d'apprécier, et c'est pour ça que je me suis tournée vers cette série, d'autant plus que je savais que le tome 4 arrivait prochainement, et comme j'étais en vacances, j'étais dans un bon mood pour pouvoir le découvrir. Et c'est donc ce que j'ai fait, j'ai énormément apprécié ce tome 3. Pour ce qui est de l'histoire des récits du Demi-Loup, on est sur un texte de fantasy qui n'est pas forcément dans de la fantasy très dynamique, on est plutôt sur de la fantasy assez narrative. Et dans le premier tome, on découvrait donc le royaume du Demi-Loup qui est séparé en 2 parties entre Véridienne et les Éponasses. Chacune des 2 parties a une descendante qui est appelée à devenir reine et à diriger sur le royaume. Les 2 jeunes filles, donc Calvina et En fait, à chaque fois dans chaque famille, les gens ont des prénoms qui commencent par la même chose. Donc c'est ça, Calvina et Malvan sont les 2 princesses, elles sont cousines, et chacune d'entre elles est accompagnée de sa suivante. En fait, le principe dans le Demi-Loup, c'est que chaque roi, chaque reine, chaque personne de la famille royale se voit attribuer à la naissance un suivant, si c'est un garçon, une suivante, si c'est une fille. C'est-à-dire qu'en fait, des émissaires sont chargés de parcourir l'ensemble du royaume pour trouver un enfant qui est né le lendemain de la princesse ou du prince qui vient de naître, et donc cette personne deviendra le suivant. Il est certes arraché à sa famille, mais il est du coup amené à recevoir une très bonne éducation, et ce sont également des personnes qui entrent dans la lignée de succession des rois et des reines si ceux-ci n'ont pas d'enfants. Donc voilà, c'est une très bonne position. La reine Calvina, enfin la princesse Calvina a donc une suivante, et la princesse Malvan, elle, en a 2, ce qui est tout à fait anormal, mais ils n'ont pas réussi à trouver de suivante née le lendemain de son anniversaire, et du coup elle en a 2 qui sont nées plus tard. Et donc du coup voilà, on a toute cette histoire. Dans le premier tome, on suivait donc les 5 jeunes filles de leur enfance à leur adolescence en quelque sorte, tout le moment où elles ont grandi ensemble dans le château, toute la vie de château, etc. entre ces jeunes princesses. On découvrait également l'ensemble du royaume. À partir du tome 2, elles sont de jeunes adultes et commencent à prendre un peu des chemins différents. Dans ce tome 3, les princesses les reines et les suivantes sont devenues clairement des adultes, elles ont elles-mêmes des enfants. Donc voilà, du coup on les suit comme ça évoluer au fil des années dans le Demi-Loup. C'est un récit, comme je vous le disais, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup tous les différents personnages, même si c'est vrai que certains personnages n'ont pas forcément, ne sont pas forcément les plus appréciables possibles. Le tout est raconté du point de vue des suivantes. On alterne du coup les points de vue, et au fur et à mesure des tomes, on a également d'autres points de vue qui vont venir se raccrocher. Mais voilà, au départ, on a les points de vue des 3 suivantes. Les 3 suivantes sont des personnages, je trouve, fort attachants. Les reines le sont un peu moins. Et du coup, voilà, on suit toutes leurs histoires. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de complots, de conflits politiques. On découvre également des aspects assez sombres. L'univers s'étend de plus en plus au fil des tomes. On nous montre de plus en plus ce qu'il y a au-delà du royaume que l'on connaît. Et pour ce tome 3, ils ont fait quelque chose de fort sympathique, à savoir que voilà, si vous rejoignez les rabats, vous avez la carte de l'univers en couleur, ce que je trouve ma foi très chouette. Les tomes font à chaque fois à peu près la même longueur, autour de 350 pages. Le tome 4 sera plus long, mais c'est un choix qui a été fait de faire un tome 4 plus long au lieu d'un tome 4 et un tome 5. Donc voilà, j'ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire. J'ai mis la note de 18/20, c'est une série que je vous recommande très très vivement si vous ne l'avez toujours pas découverte. Et donc juste après ça, j'ai enchaîné sur Fleur au creux des ruines, toujours par Chloé Chevalier. Donc cette fois-ci, il est sorti uniquement chez Helios en poche.
C'est un petit récit de 120 pages qui regroupe 4 nouvelles qui montrent en fait la fondation de Milou. J'ai trouvé ça très intéressant de découvrir comment l'univers a été construit. C'est un petit peu abordé dans les autres, mais c'est vraiment plus creusé ici. Par contre, il y a 4 ou 5 nouvelles, je sais plus. Enfin bref, toutes ne m'ont pas autant convaincue. J'en ai trouvé certaines plus intéressantes que d'autres. Et je ne vous recommande pas de commencer la série par ici. Je vous recommande vraiment de commencer par Viridienne, le tome 1, et de lire ensuite celui-ci plus tard si ça vous intéresse, puisque sinon c'est une présentation assez étrange à travers différents faits, et je suis pas sûre que ça donne forcément très envie à tout le monde de continuer sur la série, alors que la série est vraiment géniale. Celui-ci est plus à voir comme un complément. Celui-ci du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, je me suis donc tournée vers Paris pour percer par Angie Thomas. À nouveau, je savais que c'était un roman qui allait me plaire, enfin j'avais pas trop de doute là-dessus, puisque j'avais adoré The Hate You Give. Ça avait été une lecture extrêmement marquante pour moi, je l'avais lu en 2018, et j'ai vu le film qui est sorti l'année dernière. J'ai adoré le film, je trouvais que c'était une adaptation extrêmement fidèle et absolument géniale en même temps. Il y a parfois des adaptations très fidèles devant lesquelles on s'ennuie un peu, c'était absolument pas le cas devant The Hate You Give. J'ai trouvé les personnages tellement bien joués, tellement bien campés par les acteurs, enfin voilà, ça m'avait beaucoup plu. Et d'ailleurs il est disponible en Blu-ray et en DVD si vous voulez le voir. Et du coup j'étais très curieuse de découvrir ce nouveau roman de Angie Thomas qui s'appelle donc Paris pour percer, dans lequel on va suivre l'histoire de Brie, qui est une jeune fille qui pourrait être une voisine de Star que l'on suivait dans The Hate You Give. On est vraiment sur le même contexte social, socioculturel. Donc ça se passe aux États-Unis, dans une ville dans laquelle il y a une sorte de ghetto où s'entasse la population, notamment la population afro-américaine, et il y a beaucoup d'histoires de ghetto et de bandes, comme c'était le cas dans The Hate You Give, et l'héroïne que l'on suit vit vraiment voilà, bercée dans tout cet univers-là, mais par contre elle va dans un lycée dans lequel il y a une majorité d'élèves blancs, et dans lequel voilà, les enfants noirs, enfin les élèves noirs dénotent un peu. Elle est je crois en première, elle a autour de 16-17 ans, 16 ans c'est ça, et elle, son grand rêve c'est de devenir rappeuse. Du coup on a tout ce qui était dans The Hate You Give, donc le contexte avec le ghetto, les gangs, le lycée dans lequel l'enfant est discriminé, la vie culturelle. Ici on a aussi une part assez importante donnée à l'église, etc. Et Brie est avec ses deux meilleures amies qui ne la lâchent pas, qui est une différence avec The Hate You Give où les amis c'était pas super top. Ici voilà, on a vraiment un groupe d'amis assez soudés autour de Brie, et donc cette jeune femme, Brie, qui rêve de devenir rappeuse, et on va voir comment elle va faire tout ça. J'ai beaucoup aimé, il y a vraiment un côté avec un personnage qui a envie de s'en sortir, qui a envie de se battre pour changer de vie, pour offrir quelque chose de mieux à sa famille. J'ai beaucoup apprécié tout ça. C'est un personnage que j'ai trouvé également très attachant, comme c'est le cas des autres personnages qui l'accompagnent. C'est un texte qui se dévore clairement. On a les différents raps créés par Brie, ça se lit vraiment tout seul. Le livre fait quand même quasiment 500 pages, mais franchement ça se lit tout seul. J'ai vraiment adoré ce récit. Après il ne m'a pas autant marqué, je ne l'ai pas trouvé autant coup de poing que c'était le cas de The Hate You Give, qui avait un côté vraiment très fort puisque ça parlait également des violences policières, avec un jeune adolescent noir qui est tué sous les yeux de sa meilleure amie par un policier. Donc voilà, on n'était pas non plus sur le même thème, mais j'ai beaucoup aimé également celui-ci. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu Pas si simple par Lucie Castel. C'était une petite romance de Noël, c'était la dernière qui me restait, j'en avais 4 dans ma pile à lire, et du coup voilà, il fallait que je la lise avant la fin des vacances de Noël, sinon ce n'était plus vraiment la période. Dans cette histoire en fait on va suivre deux sœurs qui s'appellent Scarlett et je me souviens plus. Scarlett c'est l'héroïne, et on a également sa sœur. Les deux travaillaient à Londres pardon, et se sont retrouvées bloquées à l'aéroport par une tempête de neige. Elles ne peuvent donc pas rentrer dans leur Bretagne natale pour aller fêter Noël avec leur mère, et elles vont tomber et Scarlett va tomber dans les toilettes de l'aéroport sur un jeune homme qui est anglais et qui lui aussi devait se rendre à Paris. De fil en aiguille, ils vont être amenés du coup à passer le réveillon ensemble, sauf qu'il n'y aura pas que le fameux jeune homme, il y a également toute sa famille qui va venir se pointer, et c'est une famille assez étrange. Voilà. C'est une famille un peu barge. C'était une romance de Noël, je trouve, qui fonctionne parfaitement. On a vraiment voilà, l'ambiance tempête de neige, etc. Ça marche très bien, les personnages sont attachants, ça se lit très facilement, je l'ai lu quasiment d'une traite. Il y a vraiment un côté voilà, parfait téléfilm de Noël. Après, oui, ça reste un peu stéréotypé quand même, et il n'y avait pas forcément beaucoup de surprises dans l'histoire, mais c'est un petit récit qui, ma foi, fonctionne plutôt bien, et auquel j'ai mis la note de 15 sur 20, et qui m'a fait passer un bon moment.
Et le dernier roman donc, que je vais vous présenter, il s'agit de Hashtag Trahi par Louison Nilman. C'est publié aux éditions Scrinéo, il est sorti le 9 janvier celui-ci. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié, c'est un court texte, il fait un petit peu moins de 200 pages et c'est écrit très gros. On y suit dedans l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Apolline, qui a 14 ans et qui vit un peu ses émois amoureux. Elle va tomber folle amoureuse d'un garçon qui s'appelle Orient, qui est dans son lycée et... voilà, en fait elle va commencer en gros à découvrir une intimité etc avec lui et ça va conduire ensuite au fait qu'une photo d'elle va apparaître sur les réseaux sociaux c'est une photo d'elle qui est dégradante et qui va entraîner énormément de cyberharcèlement et Apolline ne sait pas comment se sortir de ça. Elle n'ose pas en parler à ses parents, elle n'ose pas en parler avec sa sœur alors que sa sœur essaye de lui tendre des perches, etc. Et donc voilà, elle se retrouve vraiment basculée dans tout ça. Ce que j'ai bien aimé, c'est que contrairement à souvent dans ce type d'histoire, c'est pas du tout une histoire de vengeance qui fait que cette photo va se retrouver publiée. C'est pas du tout de là que ça vient d'un truc qui est beaucoup plus banal et j'ai trouvé ça intéressant de montrer voilà, que du coup ça peut arriver un peu n'importe comment et un peu comme ça juste... voilà, c'est fait et c'est fait sans réfléchir à aucune conséquence et que c'est quelque chose qui peut arriver en fait. Ça montre vraiment également le poids en fait de l'image et le fait que chacun doit rester maître de son image et qu'on n'a pas le droit de nous prendre en photo si on n'a pas envie, qu'on n'a pas le droit de nous demander de faire des choses si on n'a pas envie, etc. J'ai trouvé tout ça intéressant, j'ai trouvé ça intéressant également la relation entre les deux adolescents, entre Orient et Apolline. Comme je disais, on n'est pas du tout sur une histoire de vengeance et j'ai trouvé ça intéressant de voir comment tout ça se goupille dans le récit. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que l'autrice n'est jamais dans le jugement de son héroïne, même les autres personnages qui sont autour, ceux qui la jugent sont clairement dénoncés comme faisant des choses qui ne sont pas bien et qui ne sont pas normales. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bien, il n'y a pas du tout de côté moralisateur. Après, il y a certaines choses dont je n'ai pas trop compris l'intérêt. On nous montre tout au départ qu'Apolline s'apprête beaucoup, etc., qu'elle sort sur des grands talons, qu'elle met des jupes, etc. Et j'ai pas trop compris l'intérêt de montrer tout ça en fait. Finalement, cette histoire-là aurait très bien pu arriver si Apolline s'habillait en jean et en basket. Et du coup, voilà, j'ai pas trop compris l'intérêt de ça. En dehors de ça, c'est un récit du coup que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il m'a pas mal fait pleurer sur la fin parce qu'on comprend vraiment la détresse de cette jeune fille et le fait qu'elle sait pas comment, enfin, elle arrive difficilement à s'en sortir. Après, il y a certains comportements qu'elle a que je n'ai pas forcément compris et voilà, ouais, j'ai pas forcément compris les choix qu'elle pouvait faire parfois. Mais on voit vraiment comment tout ça va influencer sur l'image qu'Apolline a d'elle-même et du coup, comme je disais, toute la détresse que ça va impliquer. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien. Il y a un épilogue, ouais, bon. Bon, voilà. L'épilogue a un côté un peu... vous voyez les enfants, c'est comme ça que se passent les choses, machin truc, que je trouvais pas forcément nécessaire. Je trouvais le texte suffisamment fort tel qu'il était. J'aurais préféré peut-être juste que les pages de notes qui expliquent tout ça en donnant toutes les informations nécessaires si tout ça nous arrive, ce qui est le cas, hein, il y en a à la fin. J'aurais préféré en fait que ces messages-là soient écrits noir sur blanc plus tard, de dire clairement si vous subissez ça, c'est pas normal, machin, un truc muche. C'est un peu le cas, mais j'ai pas trop aimé le fait que juste avant ce soit présenté dans le récit en mode les enfants, machin truc, voilà. C'était un petit détail. Du coup j'ai mis la note de 16 sur 20, ça a été une bonne lecture, c'est un texte que je trouve très intéressant et très fort et intéressant à faire lire à un jeune public. Et du coup pour terminer, je vais donc vous présenter un manga, il s'agit du premier tome de Mythical Beast Investigator, c'est aux éditions Ototo, c'est un texte un manga dont je n'avais absolument jamais entendu parler avant de tomber dessus à Gilbert Joseph et de craquer complètement pour cette couverture, je l'avoue. Et en fait donc, on est sur une histoire qui est écrite au départ par Keiichi Ayasato, il était sorti en sorte de roman illustré, de novella plus, avec quelques illustrations. Les premières illustrations qui étaient du coup dans cette novella étaient faites par Yak, et c'est donc lui qui avait fait le design des personnages, et c'était un roman. Ça a donc été adapté ensuite en manga, et l'adaptation en manga est faite par Koichiro Oshino. Je suis désolée pour cette prononciation, et c'est en 2 volumes. Le second volume sort le 30 janvier, si je dis pas de bêtises, le 29 ou le 30 janvier, à la fin du mois de janvier, et je vais clairement me le procurer. Pour ce qui est de cette histoire, on suit donc cette jeune fille qui est donc une enquêtrice sur les créatures mythiques, et elle est appelée en fait un peu Elle est appelée aux 4 coins du monde et elle voyage également pour rencontrer des créatures et résoudre des conflits qu'il peut y avoir entre les humains et les créatures. Elle va donc être amenée à s'occuper d'une vouivre, d'une sirène, d'un cheval des eaux, de dragons, enfin
d'un basilic également, enfin voilà, de pas mal de créatures qu'on va rencontrer au fur et à mesure. Il faut savoir en revanche que ce n'est pas une histoire à proprement parler où on suit tout le développement du personnage, mais plus des petites nouvelles. À chaque fois c'est en 1 ou 2 chapitres et chaque chapitre est concentré où chaque 2 chapitres est concentré sur une créature et on va voir comment la jeune fille s'en sort. Elle est accompagnée par 2 créatures, la toute petite espèce de chauve-souris bizarre qui se promène souvent avec elle et cette espèce de lapin étrange qui l'accompagne dans ses missions. J'aime beaucoup le trait de dessin, j'aime beaucoup les personnages, je les trouve vraiment très chouettes. Et voilà, et toutes les créatures qui sont également présentées, je trouve ça vraiment chouette. Et j'aime bien l'histoire et donc voilà, c'est une série qui sera terminée en 2 tomes qui présente donc à chaque fois différentes créatures. Il y a un univers très mystique que je trouve très chouette. Je vais essayer de vous trouver des planches où on voit des créatures. Voilà par exemple. On n'est pas sur les dessins les plus détaillés, mais il y en a quand même certains qui sont vraiment bien détaillés. On a également de jolies planches comme ça, avec les créatures qui se promènent. Et puis chaque créature amène vraiment une ambiance différente, je trouve. Par exemple, toute la partie avec la sirène se passe du coup dans un village côtier. Et il y a vraiment l'ambiance de village côtier. Enfin voilà, c'est des choses différentes à chaque fois. Et j'aime vraiment bien tout ce qui est proposé. Donc voilà, c'est un manga dont on n'entend pas du tout parler, mais que ma foi, je vous recommande de découvrir. J'ai mis pour ma part la note de 17 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!